On a un petit temps ensemble. C'est le moment gourmandise. C'est le moment où quelqu'un qui, avec son équipe, voyage dans les futurs, va vous conter, C-O-N-T, une partie de sa folie. Parce qu'il faut bien se le dire. Essayer d'imaginer le futur, c'est soit de la folie, soit de la poésie, mais on est plutôt dans ce registre-là que la mathématique et la probabilité, en tout cas tel qu'on le pratique à l'Institut des futurs souhaitables que j'ai l'honneur de diriger, et d'une certaine manière dans la pensée française de la prospective. Donc on va diviser le temps en deux. Je vais prendre la première partie, je vais vous partager une partie de cette aventure, et la deuxième partie, c'est la partie conversation ensemble sur ce qui nous touche tous, c'est-à-dire le futur. Alors qu'on se le dise, c'est compliqué de parler du futur. Les prospectivistes, celles et ceux qui essayent de le faire, sont souvent connus pour ce qu'ils n'ont pas vu. Toutes les ratades, les plantades, les trucs qui adviennent. Alors, vous étiez 12 000 à travailler pendant 10 ans, vous êtes sûr que vous ne l'aviez pas vu, le téléphone portable, ou le mur de Berlin est tombé, mais vous n'aviez pas vraiment la date précise. C'est que la matière future est une matière volatile. Au moment où on en parle du futur, on l'a déjà transformé. C'est toute la beauté et la difficulté de l'exercice. Puis il y a une interconnexion entre ce qui est dit et ce qui arrive. Une espèce d'auto-prophétie dans tous les sens. Si Bison Futé vous augure que dans la rocade, à côté de Martigues, il y aura un samedi noir de prévu, si vous écoutez Bison Futé, que vous postponez votre voyage à dimanche, que le samedi devient orange, est-ce que pour autant, on peut dire que Bison Futé s'est trompé ? Cette interconnexion entre ce qui est dit et ce qui est produit, c'est toute la difficulté et la beauté de notre aventure. Essayez d'imaginer les futurs. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait très longtemps que l'humanité essaye d'imaginer les futurs. Quand je dis très longtemps, symboliquement, je commence par une femme, la Pythie, l'oracle de Delphes, qui nous rappelle que jadis, le futur, c'était important. Jadis, on se prenait du temps, le risque d'aller au Montparnasse, d'aller prendre un peu de cette eau de Castalie qui vous donnait un élan poétique pour essayer d'adresser une question à quelqu'un qui pourrait vous donner des éléments de réponse. Pourquoi je ne suis pas clair sur cet événement passé ? C'est qu'on a encore trace de la difficulté de l'exercice. On dit d'un propos qu'on ne comprend pas, dans une discussion, dans une conversation, sur un plateau télé, que sais-je, que le propos est sibyllin. La sibylle, c'est l'oracle de Delphes. Dès le départ, imaginer le futur, ce n'est pas quelque chose de facile, une réponse simple à une question simple, c'est une interprétation d'un certain nombre d'éléments et de faits, tant dans la question que dans la réponse. Quand j'entends Google parler d'oracle numérique, ou que dans la blockchain, il y a encore un oracle qui a un rôle à jouer dans cette aventure, je vois qu'avec 3500 ans d'âge, il y a toujours ce mot d'oracle, et qu'à travers ce mot d'oracle, c'est ce besoin immanent qu'a l'humanité d'essayer d'anticiper, ne serait-ce que pour éviter de subir. On a toujours essayé de voir le futur pour ça, pour éviter de subir. Alors, à chaque fois qu'on a essayé, qu'on s'est essayé à l'exercice, on a un peu toujours les mêmes difficultés. Et j'en veux pour preuve, regardez comment, en 1900, on imaginait l'an 2000. Donc des penseurs, artistes ont essayé de mettre sur des cartes postales, Villemar en premier, un certain nombre de représentations de ce qu'ils avaient à l'idée, à l'envie, dans le futur. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que ces représentations du futur ont en commun ? La machine au centre. Il y a encore des hommes, tout à fait. Aujourd'hui, nos cartes de postales d'aujourd'hui, par rapport à la machine, il y a deux choses qu'on se pose comme question. Un, est-ce qu'il y a encore des hommes ? Et s'il y en a, ils sont à quelle place ? Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? La machine au centre, on avait une vision machiniste du progrès. C'est du loisir, pour eux en tout cas, à ce moment-là. 1908. Qu'on se le dise, le chapeau melon connecté, il y a un truc là. Je ne sais pas si les Anglais, après le Brexit, ils auront envie de le remettre, mais vraiment, il y a quelque chose. Le mail. Ouais, la machine est vraiment au centre. On a une idée vraiment très machiniste du progrès. On avait une telle confiance d'ailleurs dans la machine, dans le progrès, dans les nouveaux matériaux, qu'on construisait des grands palais et des petits palais 16 fois au Champ de Mars et qu'on détruisait ces immenses bâtiments parce qu'on avait le sentiment qu'il était déjà obsolète à la fin de l'exposition universelle. La Tour Eiffel, elle ne tient sa survie que parce que les militaires ont eu envie d'avoir 300 mètres de hauteur sur Paris. Sinon, c'était prévu le désossement. À la place du bœuf mirontant, de la daube en sauce ou des tartines, il y a un dîner chimique, tel qu'on imaginait l'avenir des mondanités. Le futur de l'école.
Et c'est bien vu quand même. C'est peut-être un MOOC low-tech. Ils sont peut-être en avance sur nous. Qu'on se le dise, les fast-food, c'est nous. Les McDrive, c'est nous, sauf que nous, on avait idée plutôt que le progrès allait venir de l'air que de la machine avec des roues. Vous voyez le nom à l'avion rapide, le resto. Et puis, je vous laisse sur cette réflexion sur le progrès. En 1900, nos anciens pensaient que dans les McDrive de l'an 2000, on pouvait prendre un bolet de rouge. Hérétique. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? Hein? C'est marrant, ce petit tropisme-là. La femme qui fait le ménage. Et par contre, Nestor qui sert, ça a froissé personne. En fait, ce qui n'a pas changé, c'est l'ordre social. C'est la position du domestique présumée par rapport au bourgeois. L'homme et la femme, Nestor et comment elle s'appelle? Non, ouais, non, pas Capucine. Excusez. Bécassine, ouais, exactement, qui était la domestique venant de province. Donc l'ordre social n'a pas changé. Très difficile d'imaginer un ordre social différent que celui qui nous a construits. Il y a autre chose qui n'a pas changé. Vous, esthètes que vous êtes du monde de la culture, les fringues sont toujours les mêmes. Deux théories d'historiens s'affrontent. L'un est de dire qu'ils se sentaient tellement classe qu'ils pensaient que ça allait être indémodable. Ou alors, il est difficile de s'extraire des contingences et des éléments qui nous ont structurés pour essayer de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. C'est certainement cette difficulté-là que nous invite cette réflexion. Parce que ce n'est pas que nos arrière-arrière-grands-parents qui avaient cette difficulté. Regardez à la fin du XXe siècle, comment un film de science-fiction, Le Cinquième élément, à qui Luc Besson demande d'imaginer les fringues du futur. Ouais, c'était son pote, et aussi parce qu'il était loufoque, contemporain, créatif de la fin du XXe siècle. Et avec tout son génie excentrique, ses pas de côté esthétique, il vous fait encore des uniformes asymétriques, phosphorescents, fluorescents, que sais-je. Ça reste des uniformes. Il n'a pas pensé que dans le futur, ça puisse être un champ magnétique qui réagit à l'émotion de celle ou celui qui vous regarde. Il a pris ce qu'il connaissait, il a tordu la réalité, il en a fait une réalité augmentée de ce qu'on connaît déjà. C'est ça, un petit peu, le tropisme qu'on a, c'est de prendre l'existant et de le proroger. Or, imaginer des nouveaux usages, de nouveaux matériaux dans un nouvel ordre social, c'est pas évident. Ça se fait, mais c'est pas naturel. Alors, ça fait, pour ma part, 20 ans que je fais des allers-retours dans le futur. Des fois, je suis impatient. J'ai envie d'aller plus vite dans le futur, surtout celui qu'on goûte. Des fois, je vais dans le passé pour essayer de voir un certain nombre de choses qu'on serait bien inspiré de retrouver, peut-être. Mais souvent, et la plupart du temps, je me dis qu'on vit une période incroyable. Non pas parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est ma génération, mais peut-être que les historiens du futur diront de nous, comme on dit des Renaissants, ça a été une période de métamorphose incroyable. Il y a des choses qui se sont passées qui ont fait qu'il y avait un avant et un après. Et on sent profondément que, à la différence de la Renaissance, qui est une construction a posteriori, même si deux Italiens avaient mis Rinascimento au coin d'une feuille dans un petit carnet, il n'empêche, c'est quand même les modernes, une fois installés dans leur époque, qui ont dit qu'entre eux et la zone noire que représentait à l'époque le Moyen-Âge, il y avait une zone de métamorphose qu'ils ont appelée la Renaissance. Mais les Renaissances qui se sentaient en Renaissance le temps de la Renaissance, pas sûr. Ils avaient plutôt l'impression d'être dans une crise incroyable, une crise culturelle, une crise cultuelle, une crise économique. Il y a eu des profonds bouleversements même sur la topographie de notre cerveau, puisque les grandes découvertes nous ont sortis du bassin méditerranéen qui avait structuré notre histoire. Et en plus, on a eu du bol, on a découvert de l'or. Si on avait découvert du plâtre, ça aurait été différent. Mais là, il y avait une espèce d'âge d'or. Et la croissance infinie dans un monde fini est en partie s'est installée dans nos esprits à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité. Donc des grandes métamorphoses, et peut-être qu'on est en train de vivre ici et maintenant une métamorphose de cet ordre-là, qui va nous transformer profondément le reste de notre histoire. Alors, quelques enseignements modestes d'explorateurs du futur. On est une équipe de 12, on a 150 experts, on fait des explorations vers le futur, et quand on parle avec nos collègues en Asie, en Afrique, que sais-je, on a un peu quand même toujours le même ressenti. La première, c'est que le futur, c'est un immense prétexte à introspecter le présent, comme l'histoire est un immense prétexte à éclairer le présent. Les deux racontent des histoires. Et ça tombe bien, particulièrement pour nous, nous sommes une espèce fabulatrice. On se raconte des histoires depuis la nuit des temps avec une telle force qu'on arrive à faire advenir des choses. On arrive à se dire qu'un truc rectangulaire avec marqué 100 équivaut à une tonne de bois. L'argent est une croyance incroyable, une histoire qu'on s'est racontée au même titre que la religion, sans
sans risquer l'anathème, c'est quand même des histoires qu'on se raconte d'un ami imaginaire qui nous permet quand même de voir en nous ou pas une partie de ce qu'on ne veut pas voir. On peut faire un débat après sur ça, hein, mais cool. De toute façon, entre nous, quand il y aura l'expression vérifiée d'une intelligence extraterrestre, ça va calmer tout le monde. Donc, on se sentira un petit peu moins nous-mêmes. Est-ce que si la prospective et l'histoire, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté, on raconte des histoires. L'historien, il n'est pas avec Jeanne d'Arc, Magellan ou Olympe de Gouges quand il en parle. Il a un certain nombre d'éléments et de variables et il en fait une histoire. Et la prospectiviste, elle n'est pas en 2040 physiquement quand elle en parle. Elle prend un certain nombre d'éléments et de variables, elle raconte une histoire. Et les deux peuvent changer l'histoire s'il y a des nouveaux éléments. C'est ça qui est intéressant. Si on trouve ici, dans le parking, dans le terre-plein, un mausolée mérovingien dans lequel il y a des inscriptions musulmanes, on parlera de la période musulmane de Mérové avec une simplicité évidente, même dans 10 ans. Comme le Big Bang est notre théorie, elle n'était pas la théorie de nos grands-parents. Et la prospective, c'est pareil, sauf qu'on est contemporain de l'histoire qu'on pourrait écrire, ce qui nous rend plus facile le changement de trajectoire. Alors, si l'histoire et la prospective, c'est un peu pareil, est-ce que l'histoire se répète ? Et ce serait bien que la réponse soit oui, ça nous ferait tous gagner du temps aujourd'hui, cet après-midi et demain. Moi, je vous dis en 1 minute ce que j'ai pris 25 ans à comprendre, et je vous le dis tout de suite, ça sent le mantra un peu évident. On pourrait avoir un regard critique sur notre société, si connecté au monde et si déconnecté des autres. Ce que je sens, moi, profondément, c'est que ce n'est pas une histoire de technologie, c'est plutôt une histoire de comportement. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'est pas nécessairement l'histoire qui se répète, mais les comportements humains, par contre, en cycle, semblent se reproduire. On sent que ce qui se passe au Moyen-Orient, on a vu déjà jouer la partie 100 fois avec quasi les mêmes acteurs, quasi les mêmes pressions entre des Perses, des Sunnites, entre des vieilles histoires d'eau sur des plateaux. Bref. Je vous ai parlé d'un oracle à Delphes, mais en fait, il y avait plein d'oracles en Grèce antique. Et il y en a un à Dodone, en haut à gauche. Lui, c'est directement à Zeus qu'on parle, là où la pitié, c'était à Apollon qu'on parlait. Autre technique. Chacun sa manière de faire culturelle. Là, c'est un arbre. Vous arriviez toujours avec votre question plus ou moins bien formulée et vous écriviez la question sur des morceaux de plomb. Des interprètes, des prêtres les mettaient là et ils essayaient d'écouter la réponse dans le bruit du vent. Ce qui n'est pas très sûr comme méthode, mais Delphes, on se le dit, c'était quand même, elle était shootée au soufre, hein, donc c'est de la toxicologie. Mais Sartre disait qu'il avait écrit ses meilleures plages. Là, c'est un lapsus de vacances. Là, j'ai vu le soleil, ça m'a enflammé. Là. Sartre disait qu'il a écrit les meilleures pages sous opium. Donc, en effet, la capacité de s'extraire de la réalité pour aller voir quelque chose d'autre, sans forcément partir 6 mois avec l'ayahuasca, il y a quelque chose, quoi. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé les questions. On a trouvé 500 morceaux de plomb qui sont exposés au superbe musée de l'Acropole. Regardez, il y a 5 siècles, ce qu'on peut se poser comme question. Un père demande pour son fils s'il va grandir sans problème de santé, 4e siècle avant Jésus-Christ. Un jardinier demande si lui, son bateau et sa marchandise arriveront sains et saufs à Carthage. Eumédontas demande à Zeus si oui ou non il doit continuer sa profession. Vous imaginez le coaching ? On déambule, on respire, on voit le soleil. Alkinos lui demande à Zeus si Nicéas sera bien parmi l'équipe de son atelier. Là, c'est un coach, mais collectif, c'est un team building, ça s'appelait à l'époque. Mais carrément. Quelqu'un demande pour lui-même s'il est préférable de payer sa dette immédiatement ou plus tard. On attend toujours la réponse et dans le doute. Et quelqu'un demande à Zeus si c'est dans son intérêt d'approcher Eustrata avec l'intention de l'épouser. Donc, non seulement si les comportements semblent se répéter, un certain nombre de questionnements semblent aussi toujours les mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que la mythologie, ça nous parle encore. C'est d'ailleurs pour ça que l'Ancien Testament, c'est encore plus ouf d'histoire de sexe que Plus belle la vie. C'est des arcanes atemporels de la nature humaine. On semble non pas être prévisible, mais il y a quelque chose qui se répète. Quand on sait ça, on a un petit temps d'avance. Et puis la prospective, c'est comme la philosophie, ça sert à se poser les bonnes questions. Je ne sais pas pour votre milieu, mais pour un certain nombre de milieux que je fréquente, une bonne question, ça ne va pas de soi, et on perd beaucoup de temps à traiter les mauvaises questions. On a la chance de travailler avec l'Assemblée nationale, et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de questions qui n'ont plus lieu d'être, parce que le périmètre n'est plus celui-là, les acteurs ne sont plus celui-là, et souvent la temporalité n'est pas celle-là. Donc adresser une question, c'est déjà un appareil de réponse. Et un tiers de notre métier, c'est quelle question on veut adresser, et avec qui on veut la travailler. Et le grand secret, plus il y a de regards différents sur les choses, plus
la pépite, le trésor, comme l'aurait pu dire Dante, est à portée de main. Rassemblons-nous, mais ne nous ressemblons pas pour être le motto méthodologique de la prospective. Donc une bonne question, c'est déjà un appareil de réponse, ça fait gagner du temps, ou ça évite d'en perdre. Je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma dans les 100 dernières années, mais quand même, le futur, force est de constater qu'il est maltraité dans les deux sens du terme. Maltraité parce que souvent, ce n'est qu'une partie de la réalité, et maltraité parce que c'est vraiment la réalité augmentée de ce que l'humanité a de pire. Pas que dans les salles obscures, aussi dans les médias, aussi. M6, ils sont capables de vous faire un documentaire d'1h30 dimanche à 20h30 sur qu'est-ce que ça ferait si un astéroïde qui a une chance sur 100 milliards de tomber défonçait un tiers de la population. Comment on s'en sortirait? Bon, ça intéresse. Voilà. Pareil pour la peste noire. Donc, pourquoi ce tropisme à montrer un scénario, surtout le noir, plutôt que les autres? Là encore, très rapidement, les neuroscientifiques pourraient vous expliquer un certain nombre de choses sur le reptilien et sur le préfrontal. Il me semble que le dégoût est plus facile à gérer que l'espoir. Et donc, on se trompe moins quand on annonce la catastrophe, parce qu'un pessimiste qui se trompe, secrètement, vous êtes même content qu'il se soit trompé. Parce qu'un optimiste qui se trompe, il casse en vous quelque chose de bien plus fragile. Cette fragilité-là, personne ne prend le risque de jouer avec, ou en tout cas de le travailler, cette matière-là. À minima, quand vous avez fait de la prospective, il y a autant de scénarios que de personnes pour le porter, mais il n'empêche, il y a 4 tendances, à minima. Le tendanciel, c'est l'existant. Vous prenez ce qui existe et vous le prorogez. Il y a de la mobilité douce dans les métropoles. Fort est à parier que dans les villes de petites et moyennes, il y aura de la mobilité douce. Tendanciel. Le scénario noir, très usité par la science-fiction, les médias, voire même les hommes politiques et les femmes politiques pour partie. Le scénario de rupture, très goûté par les conventions d'innovation, par TED, par, que sais-je, les Try to be Inspired, Marseille. C'est ce truc qui va tout fracasser. Et ce serait intéressant parce que ça questionne profondément ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Et il y a les scénarios souhaitables. Et la différence des 3 premiers qui prennent l'existant et qui prorogent l'existant, donc en partie, ils gèrent l'héritage. Le scénario souhaitable, vous allez à la destination que vous voulez voir traitée. Vous vous dites ensemble ce que vous voulez voir advenu et vous faites du backcasting, comme on le dit si méchamment en français. Vous reculez pour voir tous les leviers à abaisser pour aller vers votre futur souhaitable que vous avez choisi. Ça a plusieurs vertus. La première, c'est que vous ne prenez pas l'existant, vous ne prenez pas l'héritage, vous prenez vos rêves et vous en faites une stratégie. Ce qui permet plus de possibles. Et après, le pragmatisme, de toute façon, vous le voyez avec les leviers, mais vous partez d'abord de l'envie pour arriver à ici et maintenant. Et évidemment, dans tous les scénarios de prospective, celui-là n'est pas usité parce qu'il demande plus de temps. Il demande plus d'implication de votre part, plus de responsabilité. Vous n'êtes pas le jeu de ce qui a été et de l'héritage, vous êtes le produit de votre volonté. Et ça fait peur, ou en tout cas, ça prend plus de temps, que ce soit dans l'armée, à EDF ou dans n'importe quel milieu. Donc la grande vertu du souhaitable, c'est de prendre vos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie. Ça se sait. Tous ces scénarios-là sont aussi plausibles les uns que les autres. C'est une apologie de la volonté humaine. Zemmour, il a raison de parler du suicide français. C'est un scénario possible. Là où il est malhonnête, c'est de dire que c'est le seul futur qui attend la France. Il y a plein de futurs possibles, dont celui-là. Mais il y a aussi des futurs qui sont en train d'être engrammés, ensemencés, et qui sont en train de grandir, qui sont des futurs souhaitables. Alors, dans la famille, depuis peu, on a des amis, des frères, des sœurs collapsaux, qui le dimanche nous disent un truc qui n'est pas vrai. La lucidité, ce n'est pas le scénario noir qui est le plus lucide que les autres. La lucidité, c'est la donne de départ sur laquelle on érige des scénarios. Et après, à vous de voir ce que vous voulez voir ensemencer le plus. À raconter l'apocalypse, il y a plus de chances qu'elle arrive. L'inverse est vrai aussi. Si vous dites que c'est jouable, il y a assez de chances que ça advienne. C'est pour ça que, en enseignement, je me méfierais de celles et ceux qui vous disent avec assertivité que demain est comme ça. Moi, après 20 ans de voyage dans les futurs, j'ai vu une terre d'humilité, de possible, de variable, de pluriel. Nous, on est l'Institut des futurs souhaitables au pluriel. C'est surtout une apologie de la volonté humaine. Vous, demain sera ce que vous allez en faire. Et ceux qui vous disent l'inverse, c'est souvent qu'ils ont un agenda, soit pour vous, soit pour eux. De plus en plus de personnes, ça fait longtemps, mais là ça s'accélère, viennent nous voir parce qu'ils veulent être out of the box aussi en français dans le texte. Sortir de la boîte. Je ne sais pas pour vous, mais tout le monde veut sortir des boîtes. Et c'est vrai
que si je puis user du jeu de mots scientifique, la boîte, ça nous pétrit, particulièrement en français. C'est pas moi qui vais vous le raconter, c'est monsieur Pierre Rabhi. Oui. Et puis, la grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations, à tort ou à raison. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort ? Si on prolonge la métaphore de cet apôtre de la sobriété heureuse, regardez dans les grandes boîtes l'urgence pour les DRH de former les cadres. Vous voyez un peu la géométrie que je vous ai mis dans la tête ? Et si vous êtes plutôt du côté des startups, parce que vous trouvez que les grosses boîtes, c'est puissant mais pas agile, les startups elles-mêmes sont incubées. Donc la boîte profondément en français, en fait, c'est un cadre qui nous structure. Et donc, vouloir sortir de la boîte, moi je l'interprète comme je veux faire un pas de côté pour essayer de me laisser la chance de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. C'est comme ça que je le traduis. Dernier enseignement, qui est un enseignement végétal, dont on a parlé ce matin. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Avec ça, plein de choses. Déjà, vous avez le JT de tous les 20 heures de tous les pays du monde ce soir. Et c'est normal, ça fait 40 ans qu'il était là, l'arbre, on a quasi grandi à côté. Et quand il tombe, en plus, il tombe avec fracas. Et en plus, il est gisant à l'œil. La forêt qui pousse, elle demande plus de temps pour l'appréhender, plus de temps pour l'apprécier. Et tout l'art de la prospective, justement, c'est de réhabiliter le temps long. Il est urgent de prendre le temps pour voir que ces jeunes pousses sont déjà sorties de terre. Dans l'analogie biologique, il y en a quelque chose d'intéressant, c'est que dans une forêt, il n'y a pas une révolution, une forêt puis une autre, il y a une évolution, une forêt dans une autre, et on est à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité. La forêt qui pousse est à l'intérieur de la forêt qui tombe. Si en plus vous prenez le temps de la complexité, vous enlevez le sol, vous voyez que tous les rhizomes sont installés, ça communique entre eux. Et la potentialité de la prochaine forêt est déjà une réalité. On appelle ça des signaux faibles en prospective, ces petits faits porteurs d'avenir qui, s'ils passent à l'échelle, constituent la prochaine forêt. Tout l'art est dessiné évidemment avant qu'il n'advienne. Donc j'ai dit, avec toutes les difficultés de l'exercice, on s'essaye à imaginer les futurs avec toute la modestie, la folie, l'audace et les pluriels. Si j'avais à résumer l'Institut des futurs souhaitables en 3 tableaux, puisque vous êtes des femmes et des hommes de culture, je prendrais le tableau de Raphaël au Vatican, dans la salle des signatures, de la signature, qui est reproduit à la montagne Sainte-Geneviève à Paris, qui est 3500 ans, 2500 ans. Zoroastre, 1400, 2500 ans. Entre Zoroastre et lui-même, en fait, il s'est peint Raphaël, tranquille, avec les autres, Averroès, tout ça. Il a mis 2500 ans de philosophes et de philosopheux, avec, dans le même espace-temps, comme s'ils pouvaient dialoguer sur ce qu'ils avaient en commun. Nous, ça fait 20 ans qu'on chine des Magellan, des Hildegard de Bingen, qui peut-être préfigurent de la forêt qui vient, et on les réunit ensemble dans une confrérie qu'on appelle la confrérie des conspirateurs positifs. Conspirare voulant dire respirer avec, autant que fomenter, j'y reviendrai. On a bien compris que la quintessence de la Renaissance, l'humanisme de la Renaissance, ce qui donnait le plus fort, c'était le libre examen. Pouvoir choisir sa vie dans un siècle qui était pétri par les dogmes religieux à l'époque. Aujourd'hui, quelles sont les humanités qui pourraient nous permettre d'avoir une boussole pour pouvoir être artistes de notre destin ? Toute la réflexion est là. Les dogmes ont été remplacés, même s'ils reviennent au galop. Peut-être que des dogmes plus subtils se sont immiscés dans nos esprits. Un exemple, le court-termisme. À quel moment, par référendum, on a décidé que le court terme était l'horizon de temps de toute stratégie ? Je ne pense pas. Qui veut aller loin ménage sa monture, disaient nos grands-pères, et on voit bien qu'à la belle époque, ils construisaient pour que ça dure. Donc il y a des dogmes un peu plus subtils qui se sont immiscés dans nos vies. Et puis, on voit bien que la connaissance n'est pas seulement suffisante. Vous avez dans vos poches actuellement, moyennant de l'énergie, c'est toujours un problème, le kiff de Diderot d'Alembert. Ils auraient aimé notre époque. Je pense qu'ils auraient fait des WeChat, je ne sais pas quoi, des stories. L'encyclopédie elle aurait été réglée en 10 mois. On aurait eu des articles de tibétains, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc l'expérience de la connaissance est aussi importante que la connaissance elle-même. On redevient des accompagnateurs de savoir. On redevient des maïeuticiens, des gens qui, chemin faisant, essayent de faire voyager des gens à travers leur potentialité. Donc nous, notre allégorie, c'est comme à la Renaissance,
on est en train de dépasser l'existant. On est en train de voir des nouvelles terrains incognita que représente le futur, et profondément, ça va transformer notre regard sur le monde. Donc ça fait 20 ans qu'on fait ça, 10 ans qu'on a ouvert, on a fait 25 voyages dans les futurs, et avec 150 experts et 1500 conférences, je crois. Eh bien, je vous donne ce que nous, on tire de ça. Et il y a un certain nombre de bonnes nouvelles que j'aimerais vous partager dans les 10 minutes qui me restent. La première, elle est contre-intuitive, mais c'est un argument. Donc des fois, les arguments par rapport à ceux qu'on n'a pas, c'est toujours mieux. C'est que les seuils critiques, les tipping points, tous ces trucs dont on parle depuis 40 ans, en fait, les temps sont à l'exponentielle. On est en train de crever tous les plafonds, dans tous les sens, par en haut, par en bas, dans tous les domaines. Et en plus, ça commence à se voir. Ça, c'est le Groenland, il y a quelques mois. Nous, on travaille avec des explorateurs du pôle Sud et du pôle Nord qui voient se fracturer des glaces comme jamais ils ont eu l'idée que ça pouvait être possible, ou si c'était possible, c'était à 2100 et plus. On sent intuitivement qu'on est acteur d'une histoire, d'une ère géologique qu'on appellera sans doute l'Anthropocène, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'homme à interagir sur la biosphère, ce qui n'était jamais arrivé. Ce qui fait que si on ne change pas quelque chose, on n'aura pas assez d'argent, de chrome, d'or, de zinc, d'étain, de plomb, de cuivre, d'uranium, tel qu'on en a toujours voulu, tel que notre appétit en a toujours envie. Mais dans des horizons de temps, 2021, 2025, 2039, c'est plus 2100 après moi le déluge, c'est le temps de nos vies, nous allons voir les conséquences de nos actions autant que de nos inactions. Qu'on le veuille ou non, cette exponentielle, ça va aussi pour la nature humaine. Vous voyez bien que vos grands-parents, ils étaient, nous, les miens aussi, 3 milliards sur Terre et qu'on est maintenant 9 milliards à l'horizon 2050. Que vous le vouliez ou non, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. C'est des tendances lourdes qui font qu'on n'est pas en train de négocier, de savoir si c'est vrai ou pas. On est en train d'être résilient, de savoir comment on va faire ou non. Qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose avec la biodiversité qui fait qu'on est dans une phase massive d'extinction et il y a fort à parier que c'est nous qui en sommes responsables. Je vous fais de la prospective à la petite semaine, parce que ça arrive aussi. On aime bien aussi les comptoirs. Ça, c'était la timeline de l'utilisation du pétrole dans l'histoire de l'humanité. Fort à parier qu'on faisait 100 avant, et je parie qu'on fera 100 après. On va comprendre que l'énergie fossile porte sur elle l'aliénation de vouloir extraire cette huile de mort, qui est quand même le produit de toute la faune et de toute de la préhistoire, qui, sous couvert d'un petit sas, a réussi à faire de l'huile de mort, profondément, qu'on rejette dans le CO2. Et nos futurs descendants diront de nous, sérieux, tu roulais avec de l'huile de mort? Comme nous, on dit, sérieux, de l'esclavage, tu n'avais pas autre chose avec que la force des bras à faire? Et entre nous, après, ils diront, sérieux, tu traitais comme ça les animaux? Mais ça, c'est la prospective un peu plus loin encore. En tout cas, on va s'apercevoir que 20 minutes de soleil, si on pouvait le capter, ce qui est en théorie sur la surface de la Terre, alimente une année d'économie humaine. Donc on a pour le coup des ressources inépuisables. La métamorphose du monde, pour nous, on commence à le sentir, mais pour certains, c'est une réalité. C'est le gouvernement des Maldives qui fait son conseil de gouvernement à -6 mètres, juste pour montrer que si le GIEC, cette association internationale de chercheurs, a raison pour la moitié de ces scénarios prospectifs, ce n'est pas le scénario noir, ça, c'est la moitié, c'est le médian. Eux, ils sont collecteurs comme 46 pays qui ont 40 cm d'épaisseur, ce sont des atolls. Vous le savez, on vous le dit depuis longtemps. Et là, il y a encore 15 000 chercheurs qui vous disent 10 ans. Alors 10 ans, c'est un horizon de temps qu'on prend toujours, y compris vous, pour cet après-midi, c'est 2030. On a toujours l'impression que dans 10 ans, il y a des choses qui vont changer. En 80, on devait gérer le cancer pour 90. En 90, on devait gérer le sida pour 2000. 10 ans est un horizon de temps assez loin pour qu'on voit différemment et assez proche pour que tout le monde soit contemporain de ça. Donc la bonne nouvelle, je vous l'avais dit, elle était contre-intuitive, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que nous allons être les contemporains de cette métamorphose. Ce n'est pas après nous, il n'y a pas des gamins qui vont gérer, c'est nous et eux qui allons gérer une zone de métamorphose majeure et nous allons voir les conséquences de cette aventure. Ça ne va pas être des chroniqueurs qui, dans le futur, raconteront cette histoire, c'est vous et moi et nous qui allons l'écrire. Vous savez, on est dans une zone où les sociologues, ils n'ont pas nommé la période dans laquelle on vit. Ils disent on est en post-modernité. On sait que c'est après la modernité. En fait, ça n'a pas de nom. Et donc, on a quand même la capacité, nous, de choisir le nom de notre époque. C'est quand même assez sympa. Ça peut être le siècle pourri.
Ça peut être le siècle bleu si on découvre les vertus de se replonger vers la mer et sous la mer avec les mériens. Ça peut être le siècle vert fluo, le siècle de la métamorphose. Ça peut être la grande métamorphose. C'est peut-être comme ça qu'on l'aura appelé si on fait bien notre aventure, si on fait plus que notre part. J'accélère un tout petit peu. Tout est à réinventer. Et là, je comprends que ça puisse faire un peu de vertige. Moi, j'y vois un terrain de liberté de ouf. Moi, je trouve que s'extraire de la glaise qui nous a pétris pour pouvoir voir neuf dans un monde où tout est à réinventer, c'est pas seulement un luxe, c'est un truc dans l'histoire de l'humanité assez rare. Alors forcément, ça fait des dissonances cognitives. J'imagine que fermer le Virgin Megastore au moment où jamais l'humanité n'a autant écouté de musique, ça a dû un petit peu perturber. En tout cas, ils ont dû se poser des questions. Tout le monde est à minima, a le droit à une introspection. La Vénérable, on peut reconnaître à la perfide Albion qu'ils savaient faire de l'encyclopédie, ils savent toujours bien le faire. Par contre, en 2012, ils disent on finit l'encyclopédie papier. Et on a démérité depuis 3 siècles. Hein. Non, c'est juste pas dans l'air du temps. C'est le CD-ROM qui leur a fait mal et avec Internet, ils retrouvent force et vigueur. Donc il y a quelque chose de l'ordre de il y a quelque chose qui se passe. Aussi traumatique ou aussi transformateur que l'arrivée de l'imprimerie dans le Moyen-Âge pour annoncer des idées nouvelles. Et vous le sentez comment votre vie a changé. La révolution ou l'évolution numérique est passée par là. Et même les prospectivistes les plus chevronnés, il y a 10 ans, n'arrivaient pas à imaginer que Uber allait être le plus grand voiturier alors qu'il n'a pas de voiture en propriété, que Facebook allait être le plus grand média alors qu'il n'est pas créateur de contenu, que Alibaba allait être le plus grand receleur alors qu'il n'a pas de stock, et que Airbnb allait être le plus grand hôtelier alors qu'il n'a pas un appart à lui. Ça va vite, semble-t-il, pour tout le monde. Alors moi, j'ai l'impression que ça va vite, mais toutes les générations, quelles que soient les périodes, ont toujours eu l'impression que ça allait vite. Dans les années 50, accélération exponentielle du temps. Je suis aussi comme vous dans ma génération, donc je me pose la question, je n'ai pas un tropisme, il n'empêche. Qui a Instagram ? Énorme, je ne l'ai pas. Qui a 1000 followers ? Ah ouais, ça va pas bien là. Je rigole, j'ai même pas Instagram. Mais bon, lui là, celui que je vais vous montrer, il a 8 millions de followers. Vous vous dites, waouh, il a fait une thèse incroyable, c'est un artiste fantastique. Bon, c'est un joueur de foot. Et 8 millions, c'est pas beaucoup. Hein. Donc si un jour vous avez 8 millions, si vous oubliez de décocher la notification, si jamais vous mettez une photo je sais pas, d'un truc intelligent, genre votre tasse à café le matin, et que tout le monde dise « Ah, c'est super, je t'adore, je t'aime, like, c'est-à-dire 45 secondes, voilà l'expérience, c'est fait, maintenant vous pouvez dire « Ok, je comprends ». Il n'a que 8 millions de garçons, il n'est que joueur de foot. Katy Perry, elle en a 110 millions. Elle est chanteuse. Et surtout, Barack Obama en a 111 millions. Il y a 111 millions d'individus qui ont choisi d'accepter un message d'un homme politique dans leur intimité. Ça change quand même pas mal la donne. La technologie est exponentielle de vitesse. On peut le dire raisonnablement. Il a fallu 68 ans pour que 50 millions de personnes utilisent l'avion. Il a fallu 22 ans pour que 50 millions de personnes utilisent la télé. Il a fallu 3 ans pour que 50 millions de personnes utilisent Facebook. Il a fallu 19 jours pour que 50 millions de personnes utilisent Pokémon Go. Ça ne présume pas l'intérêt du bousin. Ça veut juste expliquer que ça va vite. Parce qu'il a fallu aussi 1 mois pour que 50 millions de personnes ne jouent plus au bousin. Donc, il y a une introspection forcée de toutes choses par rapport à ça, au niveau de la biosphère, au niveau de la technologie, bref. Cet film-là, vous l'avez vu... oui, je sais, j'ai choisi la Tour Eiffel. C'est quand même rigolo. Vous l'avez vu pendant 100 ans. Le taxi, c'est la taxomètre. C'est l'autorisation de pouvoir payer au kilomètre un déplacement. Ça, vous l'avez vu depuis 10 ans. Il y a des algarades à l'aéroport entre les deux, d'ailleurs. On est bien d'accord que ce film-là, il est déjà tourné à Singapour, qui va arriver. Le numérique, c'est le début d'une grande transformation. La robotique arrive, et avec elle, le rêve qu'on avait depuis très longtemps. Héphaïstos, il s'est construit 2 robots en or pour essayer de faire le boulot terrible des zélotes. Et au XIXe siècle, on pensait que la machine allait émanciper l'homme. Elle allait pouvoir faire que l'homme pouvait faire autre chose que des boulots de machine. Peut-être qu'on est aussi en train d'arriver à ce moment-là. Si on est disrupté par des machines, c'est aussi peut-être qu'on avait des boulots de machine. En plus, ce n'est pas comme si elle venait d'une autre planète, on donne le meilleur de nous-mêmes à la machine qui apprend vite et qui passe son permis de conduire et qui l'a eu, elle. Ce n'est pas que la mécanique, l'intellectuel aussi. Là, j'ai 2 images. Kasparov qui perd face à Deep Blue. Et à l'époque, on disait, OK, on s'est fait latter aux échecs, mais jamais au jeu de Go, on pourra, c'est trop compliqué, tout ça.
Je vous présente Lysidol, qui a démissionné le mois dernier de sa vie, en fait. Il est 9e dan de grand maître de jeu de Go. Il a dit « Je ne pourrai jamais battre la machine ». Pourquoi ? Parce qu'il s'est battu contre AlphaGo, il a gagné une partie, et de belle manière. Donc, si vous n'êtes pas allergique à Netflix, il y a un super documentaire qui s'appelle AlphaGo, qui trace cette victoire onirique, la dernière certainement de l'homme face à la machine. Et depuis lors, il y a une machine qui ne connaissait pas le jeu de Go, qui a pris 3 jours pour apprendre et qui a daté AlphaGo 100 fois à 0. Donc ça va même vite chez les machines. Donc, je vous avais dit quand même qu'il y avait une bonne nouvelle, et je pense que ça va vous parler. C'est qu'il y a une autre voie possible que la transhumanie, le dépassement de l'homme en l'augmentant par la machine pour être au niveau de la machine. Il y a peut-être une voie de la transhumanie, pour faire de nous des hommes encore plus humains, pour remettre notre humanité au cœur de notre différence par rapport à la machine qui fera en partie mieux, plus grand, plus fort que des trucs qu'on faisait nous. Et pourtant, toutes ces qualités à l'école qui sont un peu mises du côté de la réalité du monde, le souci du beau, l'amour de l'autre, le travail d'une ligne, l'écoute, ça aurait peut-être les qualités qui feront la différence pour notre humanité augmentée, notre très-humanité augmentée. Et peut-être qu'on a une chance unique de passer d'ouvrier, qui était ce boulot qu'on faisait à la place des machines, à œuvrier pour faire de nos vies des chefs-d'œuvre. Et ça, j'ai l'impression que votre monde, il est assez propice à nous amener vers ça. L'empathie, le souci de l'art d'être humain. J'accélère encore un tout petit peu. En conséquence de tout ça, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger, et ça, partout. Et il n'y a pas une structure qui peut se dire « Non, moi, c'est peinard. Moi, ça fait 2000 ans que je le fais, là. » Même les religions, même le Vatican, ils se posent des questions. Surtout s'il y a une vie extraterrestre. Là, ils n'ont pas prévu le scénario, ça me ferait bien rire. Je vous ai dit que tout était à réinventer, mais aussi à redécouvrir. Et moi, j'y vois une source d'espoir incroyable. Mesdames, le slide d'après, il y a 2 hommes. Je m'en excuse. Un, j'ai fait avec ce que j'ai pu, c'est-à-dire l'héritage. Et promis, il y aura un homme et une femme dans le futur. Mais là, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est-à-dire Elon Musk et Pierre Rabhi. Et je pense qu'il y a de la place dans cette postmodernité pour les 2 énergies. La découverte à droite, le type qui est le Jules Verne du XXIe siècle, le type qui veut bien mourir sur Mars, mais pas l'atterrissage, et Monsieur Pierre Rabhi qui vous propose de redécouvrir la Terre en conscience. Les 2 sont des explorations. Découvrir et redécouvrir. Le couchsurfing, vous savez, c'est un truc incroyable où vous avez un canapé, il y a quelqu'un qui veut dormir, il y a une plateforme qui vous met en contact. Du point de vue de mon grand-père, qui habitait en Lozère, à Marvejols, ça s'appelait de l'hospitalité. Ce qu'on a perdu, c'est la confiance en l'autre. Ce que la plateforme nous donne, c'est de la confiance en l'autre, mais profondément à l'échelle d'une vie d'homme et de femme, ce n'est que de la redécouverte. La révolution du vélo, tu es vraiment sûr que tu veux mettre révolution devant ? Le tramway, le truc qu'on a défoncé dans les années 30 pour remettre dans la périphérie de Paris, tu es sûr ? Donc, découverte et redécouverte, ce qui fait dire que les permaculteurs, qui ont toujours fait ça dans la nuit des temps en Ardèche, ils redeviennent hipsters, à mort. Ça veut dire aussi que les peuples premiers, qui n'ont pas perdu cette connexion homme-nature que nous, on a coupée à la Renaissance, redeviennent des porteurs d'innovation avec 400 ans d'avance. Donc on est dans ce mélange-là de découverte et de redécouverte profondément. Et là, j'accélère, mais je ne peux plus le dire parce que je ne peux plus accélérer. C'est que la germination créative est partout. Le bruit de la forêt qui pousse, il est fort en ce moment. Il y a plein d'hommes et de femmes qui se disent « c'est pas possible ?» Ok, je m'en occupe. Et je m'en occupe avec des problématiques quasi mondiales. On ne peut pas changer l'éducation, je m'en occupe. On ne peut pas changer la santé, je m'en occupe. On ne peut pas changer la mobilité, je m'en occupe. C'est cette phrase incroyable de ma voix que je trouve est la plus belle définition de l'empowerment, l'empouvoirment, on a du mal à traduire quand même. C'est super-héros et super-énergie. Nous sommes celles et ceux que nous attendions. Il y a une force germinatoire qui ne se sent plus une anomalie du système, qui se sentent des explorateurs du suivant. Et c'est ceux-là, nous, avec lesquels on travaille. Il y a 20 ans, on les dégageait du sérieux des mondanités en les traitant d'utopistes. Aujourd'hui, on les convoque et on leur met le titre de porteurs d'innovation. Ce n'est pas tant eux qui ont changé que le regard du monde qui sait qu'il ne peut pas continuer comme ça, puisqu'entre nous, c'est un système-monde qui a été pensé pour 450 millions d'individus, occidentaux de l'Ouest plus nord-américains, qui avaient à disposition l'entièreté des ressources du monde. Maintenant qu'on est 9 milliards, que la Terre n'a pas augmenté, il faut changer le système d'exploitation qui nous a structurés. Les 30 Glorieuses sont une anomalie, une exception culturelle, et bravo à nos parents. Mais maintenant, il va falloir retrouver une autre relation aux autres, et c'est peut-être un fruit de découverte et de redécouverte. Tous les secteurs
tous les secteurs sont évidemment dans notre histoire, le vôtre, mais aussi l'armée. Imaginez, c'était Elon Musk qui dit, non, je vais envoyer des fusées, je vais en envoyer 6 dans les 4 prochains mois. Ah ouais, d'accord. Le monde qu'on quitte est plus lisible que celui vers lequel on va. Il n'empêche, il y a des convergences. Et j'en finis là. Et à travers le biomimétisme, en partie et en filigrane, ce que vous avez ressenti ce matin à la lumière d'une belle présentation, pourquoi on met du végétal pour revégétaliser la ville et la vie? Ce n'est pas tant par esthétisme, c'est parce que la relation qu'on mène, qu'on a avec l'environnement est mortifère. Vous savez, la guerre qu'on mène contre l'environnement ou contre le vivant, c'est la seule guerre qui, si on la gagne, on est mort. C'est Hubert Reeves qui le dit. Donc se reconnecter entre est quelque chose de l'ordre de la survie, en fait, ce n'est pas du militantisme. Et puis, le biologique, ça a d'autres règles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le prof de bio, à l'époque, ce n'était pas de SVT, il m'a dit qu'il y avait des arbres triomphants qui prenaient tout le photovoltaïque de la canopée. Il y a une espèce de sous-système qui essayait de se démerder avec des champignons et du noir. Et en fait, pas vraiment. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vu ce succès, les arbres nous parlent. 10 millions d'exemplaires, mais un best-seller sur un truc de biologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est gourmand d'une autre vision du monde. Et peut-être que celle qui nous a structurés, qui est une vision capitaliste, triomphante, a oublié de nous dire que dans la nature, quand il y a des périodes d'abondance, la compétition est un facteur d'évolution, mais quand il y a des périodes de rareté et de crise, la compétition est une perte de temps et qu'on préfère, dans la nature, si tant est qu'on pouvait l'objectiver, la collaboration et la symbiose entre les espèces. Si on apprend ça à l'école, ça va être difficile. Après, surtout si on rappelle que dans une forêt, il n'y a pas de chef et pourtant ça pousse. Ma conclusion, c'est que le regard du monde a changé sur ces conspirateurs et ces conspiratrices positives. Vraiment, on nous traitait de doux rêveurs, ce qui est une belle insulte dans ma famille, mais pas vraiment dans le monde. Donc, si j'avais à résumer mon propos en 5 stickers, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, c'est peut-être l'opportunité en conscience de vivre une nouvelle renaissance. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est la meilleure définition de la prospective que j'ai trouvée. Maurice Blondel, 1960. C'est une apologie de ce qu'on va faire ensemble. Écouter le bruit de la forêt qui pousse plutôt que se concentrer sur l'arbre qui tombe, c'est l'invitation que la prospective nous fait. C'est l'invitation, c'est l'urgence de prendre le temps. Et puis, on a un militantisme. Il faut réenchanter l'avenir. L'avenir, il est certes potentiellement noir, surtout si on ne fait rien, mais il est aussi potentiellement souhaitable, surtout si on y contribue. Il est bon de se rappeler cette altérité-là. Et puis, ne pensez pas que ce que je vous ai raconté, c'est de la bisounourserie. Je pense que c'est de la haute chevalerie. Et si c'est des cavaliers et des chevalières, eh bien, leur devise pourrait être « À cœur vaillant, rien d'impossible », mais écrit à la sauce de maintenant. Je vous remercie.